Mr. Osman Fall, Mr. Pierre-Aimé, Mr. H.M. Gami, Mr. Amadou Bakayoko, Mr. Osman. Please, can we put our hands together as we welcome them? Please, can we put our hands together as we welcome them on stage? So we have our speakers for this panel discussion, Mr. Amadou Bakayoko, Mr. Osman Fall, Mr. Pierre-Aimé, Mr. H.M. Gami. And the discussion is going to be focused on long-term private sector financing, private equity, venture capital as a perspective for nations' development. Mr. Cyril is going to be leading this panel discussion. Thank you so much for being here. Thank you very much. Merci. Merci, merci. Messieurs, mesdames, bienvenue à ce panel de haut niveau dans le cadre du Abidjan Private Equity and Venture Capital Summit 2025 autour d'un thème central pour nos économies africaines, le financement à long terme du secteur privé, le private equity et venture capital, comme perspective pour le développement des nations. Sujet très intéressant. C'est vrai qu'après, c'est le dernier panel de ce forum et je trouve que l'idée vraiment c'est de prendre la hauteur et de voir dans quelle mesure finalement le private equity peut contribuer au développement de la nation, la création de champions, le financement des infrastructures. Donc je trouve que c'est un thème qui est particulièrement intéressant parce que, effectivement, quand on parle du financement du développement des nations, on pense d'habitude finalement plus au financement public qu'au financement privé. Le financement à long terme reste l'un des plus grands défis pour les entreprises africaines, en particulier les PME, qui souvent manquent d'accès à des sources stables et adaptées de capitaux. Donc face à cela, le capital investissement, dans ses composantes donc de private equity et de venture capital, s'impose comme un levier stratégique pour catalyser et accélérer le financement du développement des nations. Donc au-delà des apports de capitaux, il s'agit ici de voir dans quelle mesure ces outils financiers permettent d'accompagner les entreprises dans leur transformation, leur gouvernance, leur expansion régionale, voire mondiale. Favoriser l'émergence de champions nationaux et la modernisation d'infrastructures essentielles pour le développement. Donc, ce soir, nous avons la chance d'accueillir un panel d'intervenants de tout premier plan, au parcours varié et qui partageront avec nous leurs expériences concrètes, leurs analyses, leurs propositions pour renforcer l'impact du capital investissement sur nos économies. Donc, je vais faire une présentation rapide et je vais les laisser se présenter. Donc, immédiatement à ma gauche, c'est M. Ousmane Fall, qui est directeur des opérations et transactions non souveraines à la Banque africaine de développement, essentiellement donc le secteur privé. Immédiatement à sa gauche, j'ai M. Pierre-Aimé, qui est Senior Country Officer à la Société financière internationale, AFC, qui est un partenaire de longue date du secteur privé africain. Immédiatement à sa gauche, j'ai M. Amadou Bakayoko, qui est le directeur général du groupe CIO Sodeci, qui est donc à la tête d'un acteur stratégique des infrastructures en Afrique de l'Ouest. Et enfin, tout à sa gauche, j'ai M. Hichem Gami, qui est senior partner chez Africa Invest, un investisseur chevronné dans le private equity sur tout le continent. Donc je vais proposer donc, chacun des distingués panélistes peut-être dise un mot brièvement sur l'institution qu'il représente. Je vais commencer peut-être moi-même, charité bien ordonnée, par dire que je suis donc le cofondateur d'Enco Capital, qui est un fonds, une structure d'asset management qui est plus connue sur la place d'Abidjan pour les écoles Enco Éducation. Je pense que certains d'entre vous ont leurs enfants qui étudient dans le groupe scolaire que nous avons monté. Donc, Enco, c'est un groupe qui gère environ 1 million de dollars d'actifs. Je m'occupe de l'activité de private equity. Et nous sommes également présents sur le marché local en tant que SGO, donc en tant que gestionnaire de fonds
agréés par l'AMF-UMOA. Et donc, à ce titre, on accompagne également les investisseurs locaux dans la gestion de leurs investissements, aussi bien locaux ou panafricains. Donc voilà, sans plus tarder, je vais passer la parole au premier panéliste, Ousmane Fall. Merci Cyril. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais féliciter et remercier Jean-André Aipo, qui a vraiment, je pense, eu cette belle initiative de regrouper tout l'écosystème ici pendant 2 jours pour discuter de sujets majeurs, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour la sous-région et le continent. Et je pense que pour le secteur qui nous concerne, le private equity, c'est quelque chose d'assez essentiel si on veut apporter des solutions vraiment et propulser le continent africain dans le spectre en fait des grands blocs commerciaux sur le monde. À titre personnel, donc, je suis Ousmane Fall, je suis directeur du secteur privé à la BAD. Donc, ce n'est pas très connu, mais la BAD a un secteur privé qui est assez dynamique, qui fait à peu près 2 milliards de dollars de financement par an sur le continent. Et pour le private equity VC, on fait à peu près 200-300 millions de dollars par an. Et donc, je suis en charge de ça pour le compte de la BAD. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Merci Ousmane. Pierre-Aimé. Merci Cyril, merci à tous. Alors je m'associe aux remerciements que Ousmane a exprimés tout à l'heure. C'est vraiment des occasions que l'on devrait renouveler pour qu'on puisse se parler et faire avancer ces sujets importants. Pour ce qui me concerne, donc, je représente IFC, la Société financière internationale, qui est donc, comme vous le savez certainement, la branche du groupe de la Banque mondiale en charge du financement du secteur privé, hein, comme Ousmane le sait très bien. Et pour donner un ordre d'idée, l'AFC est l'investisseur dans le secteur privé des pays émergents le plus important au monde. C'est à peu près 60 milliards de dollars investis dans le monde, dont la majorité en Afrique. Pour ce qui concerne plus spécifiquement la Côte d'Ivoire, on investit depuis de très longues années de manière importante dans le pays. Sur les 5 dernières années, on a investi un peu plus de 2 milliards de dollars, notamment dans des fonds de PI, mais on pourra parler un peu plus en détail de cette dynamique. Merci. Très bien, merci. Amadou. Merci. Bon, comme il y a déjà eu 2 félicitations, je vais arrêter là les félicitations. Bon, on pourra commenter à la fin. Donc, moi, je représente CISO-DC, qui sont des filiales du groupe Eranov. Donc, c'est un groupe détenu par un fonds d'investissement et qui, depuis plus de 60 ans maintenant, le premier actif, c'est SODECI en 1959, opère des services publics en délégation des États. Et donc, en termes d'investissement mobilisé, c'est plus d'1 milliard d'euros d'investissement mobilisé dans les différents actifs du groupe. Voilà. Donc, effectivement, moi, je vais donner la perspective de la société qui est détenue par un fonds d'investissement. Merci. Tout à fait. Merci, Hichem. Merci, Cyril. Bonsoir à tous. Hicham Gelmi, Senior Partner Afrique Invest. Je tiens d'abord à féliciter Jean-André. Bravo. Je vois que la persévérance paye. Bravo. Il faut continuer. Merci à l'équipe A2IC. Excellent travail. Quelques mots sur Afrique Invest. C'est un groupe qui existe depuis une 30aine d'années. C'est une plateforme d'investissement soutenue par les investisseurs, les usual suspects, les agences de coopération bilatérale, les DFIs, mais également des investisseurs privés, des family office. On est sur plusieurs verticales. On est à la fois sur du capital développement, à la fois sur la PME et le mid-large cap, les sociétés moyennes ou de grosse taille. On est également sur des fonds thématiques, et on y reviendra tout à l'heure peut-être pour en parler. On est sur du growth VC, on est sur les cross-border funds, les fonds transfrontaliers, en essayant de créer des ponts entre le continent africain et l'Europe. Et puis, last but not least, sur le private credit également. Afrique Invest, en quelques mots, c'est 250 lignes d'investissement sur le continent africain jusqu'à aujourd'hui et plus de 2 milliards de dollars sous gestion grâce au soutien et au support des DFIs notamment. Merci. Merci Hichem. Sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet.
Je vais commencer par une question à Ousmane Fall sur le rôle de la BAD. Donc la BAD est un acteur central du financement du secteur public et du secteur privé en Afrique. Quel rôle spécifique une institution comme la BAD voit dans le développement du capital d'investissement sur le continent comme vecteur du développement des sociétés privées, mais de façon plus générale, du développement économique d'une nation comme la Côte d'Ivoire? Quel rôle finalement le secteur, le venture capital peut avoir, au-delà simplement de financer des sociétés privées, de structurer finalement le développement d'une nation, la stratégie de développement économique? Absolument, oui. Question assez difficile. Non. Mais bon, pour la BAD, quel rôle on joue dans le secteur? Donc, je crois qu'on est un acteur assez important de premier plan sur le secteur PIVC. On soutient le secteur depuis les premiers fonds de 1997. Donc, et on a soutenu la deuxième génération de fonds, de très grands fonds dans les années 2000. Et donc, en termes de rôle, je crois qu'on a un rôle qui est assez important en termes de pourvoyeur de fonds. Donc, on investit dans ces fonds en tant qu'acteur et investisseur de référence. On joue aussi le rôle, on va dire, de catalyseur, parce que de par notre investissement, on participe quand même à mobiliser les financements qui sont nécessaires à jouer sur les effets de levier. À titre d'exemple, je crois que récemment, on a eu un partenariat avec l'Institution de développement d'Italie, donc la CDP, pour investir 400 millions d'euros chacun sur le continent en soutien au PI et au VC. Et donc, à ce titre, je pense que, voilà, en termes de financement et de pourvoyeurs de fonds, on a à peu près actuellement 80 fonds actifs. On est le plus grand LP investor sur le continent actuellement, avec un portefeuille qui tourne autour de 2 milliards de dollars. On joue aussi un rôle assez important dans, on va dire, l'aspect assistance technique qu'on offre à la fois aux fund managers, mais aussi aux investing companies. Donc, à ce titre, on veille quand même à ce qu'il y ait le respect de certaines normes de transparence, de normes environnementales, de normes sociales que nous essayons de passer pour justement aider à la fois les fund managers, mais aussi les entreprises voilà, à se mettre au niveau et à pouvoir, on va dire, capter ces pans de croissance qui leur permettront vraiment de s'épanouir. Le plus important aussi pour nous, c'est qu'au-delà de ça, on forme des partenariats pour justement agir en tant que porte-flambeau, en tout cas pour le secteur. On est membre de AFCA, on est membre de DPCA. Je crois qu'avec Jean-André, il y aura des discussions pour essayer de voir comment on peut continuer à le soutenir. Mais justement, je crois qu'il est important de porter la voix de l'industrie pour voilà, discuter de ces défis, des enjeux et trouver les solutions pour leur permettre vraiment de grandir. Maintenant, pour la Côte d'Ivoire, en tant que telle, comme je disais, on a aujourd'hui 80 fonds qui sont actifs et qui ont investi dans le pays. Je crois qu'en face value, on a à peu près 500 millions d'investissements uniquement PI sur le pays. Et pour vous donner quelques illustrations, quelques exemples de fonds qu'on a soutenus et qui ont investi dans des projets emblématiques, on a soutenu le fonds qui a investi dans le pont HKB, EcoBank, on les a soutenus. Bon, certains qui sont ici, pas la peine de les citer. Donc, effectivement, il est très important pour nous vraiment d'utiliser le PI et le VC comme vecteur justement pour pouvoir créer ces champions régionaux et pouvoir aussi aller à la conquête des marchés mondiaux. Il est très important aujourd'hui de réaliser qu'en Afrique, il n'y a pas une seule entreprise qui est dans le Fortune 500. Il n'y en a pas. Pour un pays qui fait 1,5 milliard d'habitants et pour un PIB de 3,4 milliards de dollars, il n'y en a pas un. Depuis que les entreprises existent, ça devrait être une honte pour nous, Africains.
il n'y en a pas un qui est dans le Fortune 500. Et c'est des choses qui doivent nous appeler vraiment à réfléchir quels sont les modèles en fait, qui doivent être mis en place pour que la place de l'Afrique soit reconnue dans le contexte global. Si vous regardez les ressources dont dispose l'Afrique, et nous sommes les plus grands fournisseurs de ressources dans le monde, les richesses viennent de l'Afrique, mais on n'a pas une seule entreprise qui puisse être la vitrine justement de cette richesse-là qu'on a dans notre sous-sol, qu'on a dans le capital humain. On a le pays et le continent le plus jeune au monde. La notion de dividende démographique, tout le monde en a parlé, tout le monde en a entendu parler. Mais c'est des choses qu'on n'arrive pas justement à ériger et à faire valoir dans le contexte mondial. Et je pense que le PI peut être un de ces canaux qui peuvent nous permettre justement de mieux affirmer la voix de l'Afrique, de mieux créer ces champions locaux, nationaux, il faut commencer dans les territoires, avant justement d'aller dans les conquêtes. Et justement, ça, c'est la vision que nous avons et nous pensons que le pays a un rôle très important à jouer à cet égard. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci Ousmane. En tout cas, je retiens 2 milliards d'investis, 80 fonds, 500 millions uniquement sur la Côte d'Ivoire, un rôle de catalyseur, des partenariats qui sont noués. Mais effectivement, quand on constate le résultat, pas une seule société dans le Fortune 500 pour un continent de 1,5 milliard. Il y a vraiment des questions à se poser là, donc du point de vue de voilà, quels sont les freins et peut-être voir au niveau réglementaire. Ma question à Pierre Aimé, l'AFC est un investisseur qui est actif dans de nombreux fonds de pays sur le continent et bien entendu, faisant partie du groupe de la Banque mondiale, est souvent plus écouté que les acteurs privés et même la société civile. Comment l'AFC accompagne les réformes réglementaires et institutionnelles pour améliorer le climat un climat d'investissement qui soit propice à l'essor du capital d'investissement, notamment dans un pays comme la Côte d'Ivoire? Merci Cyril. Alors, le private equity est à la croisée de plusieurs chemins. Et c'est vrai que nous, en tant que membres du groupe de la Banque mondiale, on accompagne les États dans un certain nombre d'initiatives, dans un certain nombre de réformes pour améliorer en général le climat des affaires. Donc, toutes les réformes que l'on peut faire pour améliorer le climat des affaires vont, par ricochet, améliorer l'environnement dans lequel les acteurs du PI travaillent. Donc là, spécifiquement pour la Côte d'Ivoire, je pense à tout ce qui est fait, notamment autour du plan national de développement que nous accompagnons, que nous soutenons, où il y a certaines initiatives pour améliorer le climat des affaires en général, améliorer l'environnement des investissements, la taxation. Il y a des initiatives sur le foncier. C'est des problématiques qui sont importantes. Donc toutes ces problématiques pour lesquelles essentiellement la Banque mondiale, donc la partie publique du groupe de la Banque mondiale, travaille avec les États pour améliorer le climat des affaires, contribue à améliorer le climat pour le private equity. Maintenant, spécifiquement pour le private equity, évidemment, IFC est, à l'instar de la Banque africaine de développement, un investisseur LP très important dans un certain nombre de fonds. Pour nous, investir dans ces fonds, ça nous permet de faire deux choses. Ça nous permet non seulement d'utiliser ces fonds comme des véhicules pour des investissements equity, alors parce qu'on ne peut pas, on n'a pas la capacité d'aller investir directement dans toutes les entreprises dans lesquelles on aimerait investir. Et donc, on utilise les véhicules de private equity pour le faire. Deuxièmement, pour nous, le fait d'investir dans ces fonds, ça nous permet de catalyser des investisseurs privés par ailleurs. Il faut bien se rendre compte que le continent africain est peut-être le seul où l'essentiel des investisseurs LPs sont des DFI. Et
et je pense qu'il y a une bonne raison pour laquelle les DFI sont investisseurs à ce stade-ci du développement de notre industrie, mais on le fait avec l'intention de catalyser des investisseurs privés institutionnels qui ressemblent un peu plus à la nomenclature des investisseurs que l'on voit dans d'autres régions, donc fonds de pension, assureurs, family office, etc. etc. Et notre ambition, quand on investit, c'est de créer aussi les conditions pour que plus tard, on voit plus de participation de la part de ces investisseurs institutionnels. Et puis, troisième volet, un des sujets qui revient souvent, c'est les exits. Quelles sont les possibilités d'exit pour les fonds de PI? Et une des voies possibles, qui est notre marché régionaux des capitaux, on a une initiative particulière, une initiative conjointe de la Banque mondiale et de la SFI, justement, pour appuyer le marché des capitaux, faire en sorte qu'il y ait plus de liquidité, faire en sorte qu'il y ait plus de compréhension de la part des acteurs du marché, faire en sorte même que l'on puisse développer des produits nouveaux qui répondent à certaines problématiques. Je pense notamment à toute la réflexion que l'on a en ce moment sur les OPC, notamment dans l'immobilier, dans d'autres secteurs à risque, qui vont devenir des classes d'actifs qui permettront, on l'espère, d'offrir des opportunités d'exit pour les fonds. Donc c'est un peu ce que je voudrais résumer, c'est ce que je pourrais dire sur cette question. D'une part, les réformes institutionnelles avec le gouvernement dirigé par la Banque mondiale pour l'environnement des affaires en général. Ensuite, l'action spécifique de IFC au niveau de ses investissements dans les fonds. Et puis, enfin, tout ce que l'on peut faire autour des marchés des capitaux pour permettre d'avoir une opportunité d'exit pour les fonds. Tout à fait, très clair. Donc, vraiment améliorer le climat des affaires, catalyser le secteur privé à travers la participation dans les véhicules d'equity et puis, effectivement, introduire de nouveaux produits. Alors, peut-être pour aller sur un ton plus optimiste, on va peut-être évoquer le cas du groupe CIE. Je vais m'adresser à Amadou. Vous dirigez le groupe CIE Sodeci qui, beaucoup de gens l'ignorent, est depuis sa privatisation un des exemples les plus réussis de partenariat public-privé avec un investisseur de capital risque. Donc, ma première question, c'est quelles conditions, d'après vous, doivent être réunies? Parce que bon, c'est intéressant d'apprendre des expériences réussies. Selon vous, pour que des partenariats publics-privés entre des entités, par exemple, anciennement publiques, comme c'est le cas de CIE Sodeci, et des fonds d'investissement comme Eranov ECP, réussissent? À votre avis, quels ont été les facteurs clés de succès de ce partenariat public-privé qui, manifestement, semble marcher et implique des fonds de capital investissement? Alors pour que ça marche, effectivement, il faut que chacun puisse s'y retrouver. Donc du côté des États, je crois que il y a 3 points qui me semblent essentiels. Le premier, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait une vision stratégique de la place des acteurs privés dans le système. Quel rôle l'État veut leur faire jouer? Comment il veut les réguler? Donc la vision stratégique de l'État, c'est le premier point. Le second point, il faut que l'État mette en place une architecture contractuelle et réglementaire de qualité. Parce que déléguer, c'est définir exactement des attributions, définir des conditions de rémunération et gérer l'aléa. Or, le service public, comme vous pouvez l'imaginer, le nombre d'aléas, il est extrêmement important et nombreux. Et quand on voit les crises qu'on a eues dans nos pays, et enfin, respecter ses obligations. Parce qu'une fois qu'on a mis en place ce cadre-là, il faut que l'État agisse conformément à ce qu'il a dit. Et on constate que vous avez des pays qui progressent, donc où on met en place un cadre, et au bout d'un moment, ils se rendent compte que ça ne va pas, ils le corrigent. Donc ça fait tout de suite la différence, la capacité de l'État à respecter les choses. Ça, c'est du côté de l'État. Maintenant, du côté des investisseurs, pour que ça marche dans ce type de partenariat, je pense que la première chose, c'est qu'il faut être résilient. Et il faut accepter que, comme on l'a dit, par construction, le service public s'adapte aux enjeux des populations, aux enjeux politiques, aux crises.
Je prends un exemple, le Covid. En 2020, situation qui n'était jamais arrivée, l'État décide que pendant 3 mois, il veut reporter les factures pour permettre aux gens d'absorber le choc. Ce n'était pas dans le business plan, ce n'était pas dans le contrat. Et quand on fait appel à un acteur privé, vous vous retrouvez avec un trou de 3 mois de trésorerie. Quand on voit la taille des flux qu'on gère, on a pu trouver des solutions de financement. Et on a trouvé après des mécanismes pour le gérer. Mais donc on a dû, nous, mettre en place des solutions à court terme, dont certaines ont impacté la distribution de dividendes qui était prévue dans certains des cas, parce qu'il y avait une situation de crise. Donc si on est rigide sur l'aspect, écoutez, nous, on a notre situation, ce n'est pas prévu dans le contrat, tant que l'État n'a pas de solution, on ne permet pas un report de 3 mois des factures, on est dans notre droit légalement, mais on n'est pas partenaire stratégique. Donc, il y a la résilience, la capacité à absorber les chocs. Ensuite, deuxième élément qui paraît important, c'est que dans la thèse d'investissement des fonds, la dimension de création de valeur industrielle est importante. Ça veut dire que je ne dis pas qu'à la fin de la journée, il faut faire de la création de valeur financière, mais quand je parle de création de valeur industrielle, c'est qu'il faut aussi accompagner les initiatives de modernisation, les initiatives d'innovation qui vont permettre de créer des réalités à impact. Si je prends par exemple le domaine de l'électricité en Côte d'Ivoire, le programme Électricité pour tous est un programme qui aujourd'hui couvre la moitié des clients donc, de la CIE. Donc c'est plus de 10 millions de personnes qui ont été touchées par ce programme. Il a été mis en place donc, en 2014 et nous avons, lorsqu'il a été mis en place, financé les 4-5 premières années. Donc là aussi, le financement, on a trouvé des solutions et ensuite progressivement, on a eu l'intervention de partenaires financiers donc, qui sont sur ce panel, qui sont venus contribuer à ce financement. Et aujourd'hui, on est même au 3e cycle du PEPT, puisqu'on passe par le marché. Il y a une opération avec l'aide de la SFI, garantie en partie par la SFI. On avait une tritisation de créances. Donc si les 3-4 premières années, on n'avait pas pu trouver, nous, des solutions de financement non prévues contractuellement, négociées avec l'État, on n'aurait pas pu mettre en place. Mais aujourd'hui, c'est la moitié de nos clients. Donc il faut avoir cette vision industrielle où on prend des risques. Et j'en donne un deuxième exemple et je terminerai par là. On prend par exemple l'adaptation au changement climatique. Depuis 6 ans, nous on suit, si je prends le cas de Sodeci par exemple, l'impact climatique sur l'inondation et la sécheresse. On a plus de 700 forages en Côte d'Ivoire. Donc on a mis en place des mécaniques de suivi et on a commencé à faire des études d'adaptation au changement climatique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est de plus en plus éligible à certains financements liés au changement climatique. Mais pour accéder à ces financements-là, il faut avoir un historique et des éléments que certaines des initiatives qu'on a prises sur ce sujet, parce que notre fonds d'investissement a des exigences ESG importantes, font qu'une partie des éléments que nous avons va faciliter la mobilisation de ces financements. Donc il faut vraiment avoir cette vision industrielle. On prend des paris, on prend des risques financiers pour développer des choses qui n'existent pas, pour absorber des chocs, et après on se retrouve. Et on a réussi, en tout cas historiquement, à délivrer les TRI et les attentes de nos investisseurs. Mais voilà, il faut que le fonds derrière soit prêt à nous accompagner dans la résistance au choc et dans cette volonté de prendre des risques lorsqu'on a des situations ou des opportunités. C'est vraiment très important. Si c'est une logique vraiment trop carrée, c'est pas que l'autre logique n'est pas carrée, mais si c'est une logique trop stricte à ce niveau et qui manque de souplesse, on ne saura pas répondre aux besoins stratégiques de l'État et à la fin de la journée, on ne créera pas toute la valeur qu'on peut. Très clair. Vraiment, j'ai retenu donc du point de vue des États vraiment 3 ingrédients: une vision stratégique, le fait de respecter ses obligations et effectivement une architecture contraignante. Et du point de vue des investisseurs, la résilience. Et surtout, ce que j'aime bien, en fait, création de valeur industrielle. Parce que c'est vrai qu'on est dans une industrie qui est souvent taxée d'être très portée sur la création de valeur financière. Et je pense que c'est une bonne transition avec le prochain panéliste. Hichem, vous avez une longue expérience chez Africa Invest d'investissement en Afrique. Quels sont finalement les modèles qui fonctionnent en termes de structuration de fonds, plutôt des fonds régionaux, sectoriels, et également quels sont les modèles qui permettent de créer des champions finalement? Merci beaucoup Cyril pour cette question. Alors historiquement, nous, en tout cas
pour le groupe que je représente, la stratégie a évolué au fil des années. Historiquement, nous étions sur des fonds soit monopays, soit par compartiments régionaux, des fonds Maghreb et des fonds dédiés à l'Afrique subsaharienne. Cette stratégie a été totalement abandonnée au profit d'une stratégie panafricaine, des fonds panafricains, multi-pays, multi-country. L'idée, c'est de décloisonner. Le rationnel derrière, c'est que nous sommes face à des États et des économies modestes et nous sommes dans une logique de diversification. On le constate, pas mal de régions de notre continent passent par un certain nombre de défis, que l'on parle de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord, l'Afrique australe également. Donc je pense que ça permet de travailler sur des économies d'échelle, de mutualiser de ressources, de drainer des capitaux, d'avoir le soutien des investisseurs institutionnels, des agences de coopération internationale. Et reste la problématique de la mobilisation de l'épargne nationale, convaincre les fonds de pension et les caisses de retraite locales, nationales et les assureurs. Je pense qu'il faut trouver le bon format et se donner les moyens de la réflexion pour essayer de mobiliser l'épargne nationale. Essayons de, peut-être la prochaine fois, d'inviter le FINEX pour aborder le sujet de la réglementation de change, parce que nous sommes, même si on décide de le faire, comme vous le savez, notre métier nécessite de l'agilité, de la rapidité. Nous ne pouvons pas nous retrouver dans une situation où nous attendons une autorisation FINEX pendant 2 mois avant de décaisser sur une opération d'investissement sur un pays. Donc là, c'est des sujets qu'il faut déclencher, enclencher, avoir et trouver les solutions adéquates. La deuxième idée, c'est les fonds à thème, les fonds thématiques qui peuvent répondre qui sont là pour répondre à une logique d'impact. Et là, je peux donner 2 exemples en fait de fonds à thème. Le premier, c'est le fonds 5 que nous avons lancé il y a quelques années. C'est un Evergreen Fund, c'est un fonds perpétuel à durée de vie illimitée en fait, qui est sur le long terme et qui agit sur des problématiques d'inclusion financière avec un angle tech assez important. Et le deuxième fonds, c'est le fonds THF, Transform Health Fund. C'est un fonds d'inclusion santé, c'est un fonds de dette où nous avons réussi à avoir 2 compartiments d'investisseurs, des investisseurs commerciaux, plutôt return oriented, et puis des investisseurs à impact, des investisseurs catalytiques. Cela permet de réduire substantiellement le coût des ressources et de travailler sur des problématiques d'inclusion pour donner et faciliter l'accès à une population, un service de santé décent. Donc on est plutôt sur la logique ça peut être des réseaux de dispensaires privés, ça peut être des projets d'industrie pharma, ou de la distribution pharma ou autre. Voilà les deux, je dirais, les 2 verticales. Donc fonds plutôt panafricains, multi-pays, par opposition aux fonds locaux régionaux, fonds à thème. Mais comme je l'ai dit tantôt, on a besoin d'un cadre incitatif qui facilite la thèse d'investissement aux investisseurs locaux nationaux, mais également les sorties. Et là, j'aborde un autre sujet où on se pose la question pourquoi la Côte d'Ivoire ne serait pas, pourquoi la majorité des fonds sont domiciliés à Maurice? Quand est-ce qu'on aura des fonds domiciliés en Côte d'Ivoire? Et ça permettrait de faciliter en fait l'émergence de GP, d'équipes locales pour gérer des fonds locaux. Voilà. Okay, très bien. Je retiens effectivement donc une approche panafricaine, effectivement un focus de certains fonds sur des thèmes porteurs, travailler à mobiliser l'épargne locale et puis fluidifier effectivement, notamment pour les investisseurs internationaux, l'accès et la
capacité de faire venir leurs fonds et puis de pouvoir les rapatrier. Alors peut-être juste pour, je vais revenir en fait au premier intervenant, Ousmane Fall, concernant cette logique des partenariats publics-privés. Selon vous, quel type de partenariat public-privé sont susceptibles, on a vu l'exemple réussi de CIE Sodeci, sont susceptibles comme ça d'amplifier finalement l'impact du capital investissement sur la croissance des PME et la création de l'emploi? Quelles sont certaines initiatives que vous avez ou auxquelles vous réfléchissez qui, en partenariat public-privé, sont susceptibles d'amplifier? Parce que le but vraiment, c'est... Bon, la BAD met déjà beaucoup de ressources, mais c'est important qu'on puisse amplifier cet impact. Et effectivement, on pense que toujours qu'avec une collaboration publique-privée, on doit être capable d'amplifier cet impact. Absolument, absolument. Je pense que dans la notion de PPP, bon, je crois qu'on est plus habitué à la délégation de services publics telle qu'on l'a ici au niveau de la CIE de Sodeci. Mais c'est des modèles sur lesquels il faut se reposer pour voir comment tirer en fait les meilleurs avantages en fait de ce modèle pour pouvoir évoluer et aller sur autre chose. Et je pense que il ne faut pas se limiter à hard infrastructure, il faut regarder le soft aussi. Nous, on est en train d'essayer de voir comment les pays peuvent s'adapter et ouvrir la réglementation, notamment sur tout ce qui est payment system, par exemple, qui touche à la technologie, qui touche à l'innovation. Quel type en fait de réglementation on peut mettre en place pour ouvrir ce marché-là et permettre en fait la participation des boîtes technologiques qui sont beaucoup plus en fait dans le secteur VC et dans le secteur un peu PI. À ce titre, voilà, on a des modèles ou en tout cas des cas pilotes qui ont testé ça et là. Je crois qu'on a tous entendu parler des modèles sandbox qui mettent, on va dire, qui mettent en place en fait des cadres d'échange avec les régulateurs, les banques centrales, les commissions bancaires, pour essayer de voir quel type de modèle PPP en ouvrant la porte justement à ces entreprises innovantes pour pouvoir justement apporter des solutions et permettre justement qu'il y ait un échange de flux financiers beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus rapide dans le continent. Donc ça, c'est des choses que nous, on teste dans le cadre de la ZECLAF aussi. On le fait en partenariat avec une autre institution de développement. Je pense aussi qu'il faut toujours continuer à essayer d'inciter les gouvernements et les États à innover, à mieux réglementer. Je pense que Hicham a touché un mot là-dessus. Il faut se poser la question, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avoir des fonds dans nos pays? Donc, est-ce qu'il y a un manque d'intérêt de nos États? Est-ce qu'il y a un manque de compréhension? Est-ce que c'est un niveau d'expertise qu'ils n'arrivent pas à comprendre? En tout cas, et nous, on essaie de discuter avec les États pour essayer de leur faire voir les bénéfices qu'il y a, parce que les private equity funds, en fait, sont des canaux privilégiés pour pouvoir toucher les PME. Et le financement, tout le monde sait que le financement des PME, l'accès au financement, c'est une problématique majeure. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de faire comprendre aux États pour innover, discuter avec la Direction générale des impôts pour avoir des mesures, on va dire, incitatives, avoir un régime fiscal adapté qui permettra vraiment d'attirer beaucoup plus de JP sur le continent. Je pense aussi qu'il est très important d'essayer de voir avec les États comment mieux gérer leur monnaie. Actuellement, je pense que c'est une problématique majeure pour tous les fonds et je crois qu'on le voit tous dans nos portefeuilles particuliers. La création de valeur industrielle, elle est là. Donc tous les fonds, dans toutes les entreprises, ils arrivent à créer de la valeur. Elle est là, en local. Ils multiplient par 2, par 3. Elle est là. Il y a de la valeur, ils recrutent, ils vendent. Mais du moment où tu convertis, boum, là, il n'y a plus rien.
Et je pense qu'il faut essayer de trouver une solution à cela aussi. Donc, il y a plusieurs solutions, on va dire des solutions de structuration avec des fonds parallèles. Donc, ça, on voit, on est en train de les tester, en tout cas pour nous, la BAD. On ne sait pas encore si ça ne marche pas, mais le concept est très positif. J'en discutais avec un fund manager récemment, d'ailleurs, dans le forum. On essaie aussi d'amener des solutions de hedging. On pousse, c'est pas optimal, mais ça, c'est des solutions, on va dire, c'est pas des solutions structurantes, c'est des solutions de patching, voilà, pour essayer de limiter la casse, mais c'est pas. Je pense qu'au-delà de ça, il faut discuter avec les États pour essayer de voir quel type de gestion de la monnaie on peut avoir pour éviter, justement, lorsque ces chocs-là arrivent, qu'on voit des dévaluations qui font très mal à nos économies. Vous regardez le Nigeria, en 2023, ils ont perdu 54% de leur valeur, 2023. En 2024, c'est 42% par rapport au dollar. Comment tu peux survivre avec ça? Moi, je ne sais pas comment font les fund managers là-bas, franchement, mais vous voyez l'Égypte, c'est la même chose. Vous regardez l'Afrique du Sud, pareil. L'Éthiopie, pareil. Donc ça, c'est des choses, nous, en tout cas, qui nous semble primordial si on veut soutenir le secteur, si on veut soutenir les acteurs, si on veut soutenir les entrepreneurs, si on veut soutenir les entreprises. Et on est en train de discuter avec les États pour essayer de voir, de concert avec la Banque mondiale, avec la FMI, quel type de solution vraiment on peut... Parce que ça nous fait mal en Afrique. La dévaluation, la fébrilité de nos monnaies, ça nous fait mal à tous les niveaux. Donc voilà, je m'arrête là. Non, merci, Ousmane. C'est vrai que touche à un sujet vraiment central en fait dans la problématique du capital investissement en Afrique, qui est effectivement le fait qu'on a effectivement des retours sur investissement qui sont très élevés en monnaie locale, mais qui sont complètement, qui sont très faibles finalement en dollars à cause de la dépréciation des monnaies. Le type de solution que vous essayez de mettre en place par rapport à cela. Oui. J'ai oublié de mentionner un autre point aussi, donc c'est fonds en monnaie locale. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus, donc je suis tout à fait ouvert à discuter avec vous, les spécialistes, pour essayer de voir est-ce que c'est quelque chose qu'il faut tester. D'habitude, les DFI n'aiment pas les fonds monosecteurs, les fonds monopays, on n'aime pas. Mais là, on est face à une problématique. Il faut de la flexibilité, il faut réfléchir différemment, il faut de la vélocité pour essayer de voir est-ce que c'est quelque chose aussi. Ça offre un hedging naturel, bien sûr. Tout à fait. Mais voilà, en fonction de la taille des économies, on a l'avantage d'avoir l'UEMOA. Peut-être en termes de taille critique, on n'aura pas ce souci-là. Mais c'est quelque chose aussi qu'on est en train de regarder. D'autant plus que le besoin même des PME est plutôt en monnaie locale. Donc c'est vrai que donc peut-être ce qui amène aussi à poser la question de la mobilisation de l'épargne locale, puisque bon, elle, par définition, est en monnaie locale. Peut-être pour Pierre-Aimé, peut-être votre expérience, vous avez une vision au niveau de la SFI assez transversale des marchés africains. Quels sont les secteurs actuellement, les secteurs émergents que vous voyez comme les plus prometteurs pour le capital investissement, qui sont susceptibles d'avoir un maximum d'impact sur le développement industriel des pays, un pays par exemple comme la Côte d'Ivoire? Alors, moi j'ai envie de dire que d'abord on est dans des environnements où il y a tellement de choses à faire qu'en réalité, dans chacun des secteurs, il y a des potentiels à aller chercher et à aller convertir. Ceci dit, quand on regarde la réalité des faits, il y a certaines tendances de fond qui font que certains secteurs semblent, et je dis bien semblent, être plus prometteurs ou plus attractifs. Aujourd'hui, on a observé ces dernières années, et on pense que c'est une tendance qui va perdurer, beaucoup de choses dans le secteur financier et dans le secteur de la fintech. Donc, dans le secteur financier, il y a quand même, dans beaucoup de pays, des régulations qui tendent à faire évoluer le marché vers de la consolidation. Et donc, ça c'est quelque chose qui
qui a tendance à alimenter les besoins. On voit la sortie de certains acteurs internationaux qui, eux aussi, vont alimenter des besoins de structuration, des besoins de levée en equity. Donc, il y a des tendances de fond comme ça qui vont alimenter les besoins. Ceci dit, pour nous, il y a, pour revenir à notre mandat en tant qu'institution de développement, on regarde des choses basiques. L'agriculture, les infrastructures, et puis tout ce qui a trait au capital humain. Donc, en agriculture, on voit beaucoup de possibilités dans l'agtech, qui nous semble être une avenue importante, une avenue déterminante si on veut derrière atteindre les objectifs en termes de nourrir notre population tout simplement. Ensuite, health tech, head tech, toutes ces choses qui vont contribuer au développement du capital humain. Ousmane a fait référence au dividende démographique. Ce dividende démographique, il faut pouvoir convertir ce dividende en une population bien formée, en bonne santé, qui pourra produire. Donc, on pense qu'il y a des avenues à chercher de ces côtés-là. Ceci dit, pour moi, et ça rejoint peut-être un peu une des réflexions que Hicham avait, il faut qu'on se pose la question des tailles critiques. Aujourd'hui, pour nous, penser des stratégies de pays à l'échelle de pays, à l'exception du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Kenya, peut-être de l'Égypte, en dehors de ces pays-là, ça ne fait pas vraiment de sens. Et donc, il faudrait plutôt regarder à l'échelle panafricaine, au moins à l'échelle régionale. Et de ce point de vue-là, on est à Abidjan Private Equity Summit. Je pense qu'on a une chance inouïe d'avoir une zone régionale qui, de loin, est la plus intégrée. Peut-être qu'on ne le réalise pas d'Abidjan, mais il y a peu d'endroits dans le continent où on peut se déplacer dans 8 pays et partager une monnaie commune, je n'ai pas d'avis particulier dessus, mais la réalité, c'est celle-là. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce point de vue-là. Regardez comment soutenir des entreprises qui ont une logique régionale, parce que c'est là qu'on va trouver les tailles critiques qui font du sens pour nos industries. C'est ça, tout à fait. Donc, vraiment, je retiens taille critique pour créer des champions régionaux. Je retiens effectivement le secteur financier et le secteur de la tech en général, le secteur agricole, le secteur des infrastructures. Justement, en parlant du secteur des infrastructures, Amadou, le développement d'une nation passe par le développement de ses infrastructures. Donc, en tant que dirigeant d'un grand groupe d'infrastructures, quelle est votre perception du rôle que le capital investissement peut jouer dans le financement des infrastructures en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier, avec des exemples concrets? Oui, on peut donner peut-être quelques chiffres, donner un ordre de grandeur. Comme toute activité économique, on part du besoin. Aujourd'hui, en Afrique, il y a 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc, impact et développement à la fois humain pour les populations, mais impact sur le développement industriel des pays qui est quand même terrible. Donc, le besoin, il est là. Ensuite, le deuxième étage, c'est le financement pour couvrir ce besoin. Donc, l'étude financée par la Banque africaine de développement, on l'a dit, les DFI sont essentiels dans nos écosystèmes. La dernière étude, je crois, qui a été publiée, c'est un besoin de 130 milliards de dollars par an au niveau de l'Afrique subsaharienne en termes de financement d'infrastructures, qui n'est couvert qu'à moitié. Donc, on n'arrive pas à le couvrir. Et pourquoi? On prend un troisième chiffre. Si vous regardez, vous avez de plus en plus de pays dont le ratio de dette sur le PIB est déjà à plus de 50%. Et ces pays-là doivent financer à la fois les déficits des crises de ces dernières années, ils doivent reprofiler leurs dettes parce que parfois il y a eu, le marché s'est fermé, donc ils ont eu des financements à court terme. Donc leur capacité à aller s'endetter à la hauteur du besoin d'investissement sur des cycles longs, on voit bien que ce ne sera pas possible. Ce qui fait que, et la Côte d'Ivoire l'a marqué à travers son PND, aussi bien le précédent que celui qui est en cours de formation là,
les pays mettent des plans dans lesquels ils attendent plus de la moitié du secteur privé, parce qu'ils n'ont pas la capacité à pouvoir couvrir 100% de leurs besoins. Donc, structurellement, il y a de la place. Ensuite, le deuxième élément, c'est que par construction, le financement des infrastructures demande de la structuration technique, financière, juridique. Et je pense que les fonds d'investissement sont des acteurs plutôt sophistiqués, donc je crois qu'ils sont particulièrement adaptés, soit en direct, soit via des sociétés, comme ils peuvent le faire dans notre cas, pour mettre en place, ils ont le bilan et ils ont toute cette sophistication pour créer ces contrats et avoir des financements sur 10, 15, 20 ans qui permettent de mobiliser, donc, en plus des fonds propres qu'ils déploient, de la dette. Et l'association de ces deux-là va progressivement, à notre sens, permettre de couvrir le gap des besoins en financement d'infrastructures dans nos régions. Donc, par construction, ça ne pourra pas être porté que par l'État. Et par construction, les fonds d'investissement et ou les sociétés qui financent sont particulièrement bien adaptés à mettre en place. Et surtout, c'est un marché qui peut être recyclé. Ça veut dire qu'un fonds d'investissement, il va prendre son TRI par rapport à la mise en place du financement, par rapport à la mise en place d'infrastructures. Demain, il peut y avoir d'autres acteurs qui vont venir prendre la société qui a déjà fait son financement, déjà déployé l'infrastructure. Il lui reste peut-être 10 ans ou 15 ans de convention avec de la dette à rembourser pendant 8 ans, 9 ans. Ben, le nouvel acteur, il ne va peut-être pas avoir le même TRI, mais lui, il peut venir. Ça peut être un fonds de pension, ça peut être un fonds secondaire qui va demander un TRI différent et va être capable d'accepter de reprendre les parts du précédent et de continuer sur le cycle de vie. Donc, je pense que pour toutes ces raisons-là, les fonds d'investissement sont particulièrement bien placés pour le faire, soit en direct, soit via des sociétés comme nous. Et donc, je retiens effectivement gros besoins dans le domaine des infrastructures, hein, où effectivement, on a 130 milliards de besoins couverts à peine à moitié, et surtout une capacité limitée des États d'endettement. Et donc, naturellement, c'est au fond de combler ce gap. Hichem, juste en termes de process de création de valeur, comment un fonds comme Afrique Invest accompagne-t-il les entreprises dans la création de valeur post-investissement? Quels sont les leviers que vous voyez sont les plus efficaces pour créer des champions nationaux en particulier? Gouvernance, innovation, croissance externe? Merci Cyril pour cette question. En fait, généralement, c'est une combinaison entre l'ensemble de ces facteurs. Mais le premier pour nous, c'est les synergies. Les synergies entre les sociétés de portefeuille. Cette hypothèse est intégrée même préalablement à la phase d'investissement, c'est-à-dire même en phase de screening. Quand on regarde une opportunité d'investissement, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut apporter à cette société en partant de notre portefeuille de 250 entreprises? Est-ce qu'elle a besoin d'expertise en digitalisation? Est-ce qu'on a besoin de l'aider sur le système d'information? Est-ce qu'on a besoin de diversifier sa base d'approvisionnement, de logistique? Est-ce qu'elle a besoin d'une expertise? Donc, c'est les synergies entre les sociétés de portefeuille elles-mêmes qui créent de la valeur, toujours dans une logique de partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire les deux sociétés sortent gagnantes de ce partenariat, de ce rapprochement. Le deuxième critère pour nous, c'est la croissance externe. La croissance externe est embedded dans la thèse d'investissement elle-même. C'est-à-dire, soit préalablement à l'investissement, on se dit quelle est la cible ou les cibles qu'on peut intégrer qui peuvent justifier le cash-in et l'opération de financement. Et si on ne l'a pas, on essaie d'identifier la ressource au sein même de la société qui peut travailler sur ce sujet, qui ne fait que ça. Une personne senior qui est désignée dans l'organigramme, qui travaille sur l'identification d'opérations de croissance externe. Et troisième volet, je dirais la gouvernance. La gouvernance avec un board, avec un conseil d'administration fort, avec de l'expertise indépendante, idéalement des compétences africaines issues des meilleures écoles universitaires à l'étranger de la diaspora, avec un package décent et un mécanisme d'incentive et un système de stock option plan, et ou bien leur offrir des postes au niveau des instances de gouvernance, soit au conseil, je disais tantôt, ou bien au comité stratégique.
Le quatrième pilier, ou le quatrième levier plutôt, pardon, pour créer de la croissance et de la valeur ajoutée, c'est la digitalisation. Pardon. Et ça, on l'a intégré sur les dernières opérations qu'on a réalisées, notamment dans le secteur financier ou bien dans le transport et la logistique. C'est-à-dire que l'on parle soit de l'amélioration du process métier, du workflow, ou bien le lancement de nouveaux produits, ou bien l'amélioration de l'expérience client. Tous ces sujets permettent d'apporter ou de rendre la société plus compétitive dans son environnement. Je pense qu'à travers ces 4 leviers, on arrive à créer des sociétés résilientes, leaders sur leur marché, performantes, mais aussi des champions régionaux. Voilà. Merci Hichem. J'ai retenu donc synergie entre les sociétés en portefeuille, croissance externe, gouvernance, digitalisation. On me signale que c'est le moment en fait de passer, d'ouvrir au public des questions. Je vais déjà vous remercier pour la qualité des interventions. Donc nous avons passé à une séance de questions-réponses. On va prendre combien de... Pardon ? Bon. En fait, on peut continuer encore un petit peu. Donc on va peut-être faire un dernier petit tour avant d'ouvrir. On va faire durer le suspense. Ma prochaine question, finalement, on constate que le besoin, en tout cas en capital d'investissement, est énorme en Afrique. Et finalement, quels sont les freins? Ma question peut-être à Ousmane et à Pierre-Aimé. Qu'est-ce qui vous empêche de déployer plus de capital finalement sur le capital d'investissement? Qu'est-ce qui vous empêche de déployer plus de fonds? Quel est le frein, puisqu'on voit qu'il y a un besoin, il y a des acteurs qui savent gérer, il y a des success stories. Donc voilà, finalement, en 2 mots, quels sont les freins? Qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui vous empêche d'amplifier vos investissements dans le secteur du capital investissement? Je peux commencer, ouais. Non, bon, rien ne nous empêche, on n'a pas une enveloppe extensive, donc moi je déploie tout mon capital que j'ai chaque année que je dois déployer. Mais il faut reconnaître que voilà, on est à une at a juncture right now où vraiment il faut repenser le modèle. C'est pas pour rien que il y a certains fonds historiques qui ont quitté le continent. On assiste aussi à une multiplication de GP sur le continent. Donc, je crois que Jean-Marc me disait qu'on a 220 GP sur le continent, si je me souviens bien, et 520 en Inde. Pour nous, c'est voilà. Est-ce qu'il y a des questions fondamentales qu'il faut se poser? Est-ce qu'on n'est pas arrivé à une phase où il faudrait consolider? Quelle réponse doit-on apporter pour développer les marchés de capitaux et améliorer les exits? Parce que je suis une banque de développement, donc je n'ai pas une logique commerciale, je n'ai pas une logique de retour sur investissement, mais je veux recouvrer quand même ma mise de départ, au moins. Je ne demande pas des retours sur investissement énormes. Et donc, il y a des questions fondamentales aujourd'hui qu'il faut se poser et trouver les bonnes stratégies. Il y a la question aussi de talent. Donc, on se rend compte que, je crois que quelqu'un évoquait tout à l'heure le secteur pharmaceutique, il est difficile de trouver du talent, du personnel qualifié. C'est la même chose pour maintenant les private equity. Le peu de talent que vous trouvez, je ne sais pas même comment vous les trouvez, les banques de développement viennent vous les piquer. Donc, il y a des questions voilà, sur lesquelles il faut apporter des réponses pour pouvoir justifier plus d'investissement dans l'industrie. Après, il faut toujours se poser la question de savoir que ce soit pour la banque, bon, un peu moins pour la BAD, mais aussi pour la SFI, les fonds sont en compétition. Les gens voilà, peuvent se poser la question légitime de savoir où est-ce que j'ai ce paquet d'argent, où est-ce que je vais l'investir. Est-ce que si je le mets sur le private equity, est-ce que je peux m'attendre de façon rationnelle
avoir des ressources que je peux avoir dans d'autres juridictions, dans d'autres parties du monde. Et force est de reconnaître qu'aujourd'hui, voilà, on dit l'Afrique a le continent qui a le plus de potentiel, qui a le plus de marge, mais on n'arrive pas vraiment à concrétiser ça et à pouvoir le démontrer pour pouvoir attirer beaucoup plus de capitaux dans l'industrie. Mais en tout cas, pour la BAD, nous, on a été un acteur historique et on continuera à être un soutien de taille et de poids parce qu'on y croit. Parce qu'on croit au potentiel de tous ces fund managers, d'ailleurs qu'il faut commencer maintenant à... Il faut vous trouver des successeurs parce que ça fait 20 ans qu'on vous voit sur le marché. Donc, mais on continue à croire voilà, en l'industrie et on continuera à déployer. D'ailleurs, cette année, moi, j'ai eu plus de fonds à déployer que l'année dernière. Donc, preuve que voilà, on n'a pas vraiment d'a priori. C'est juste que... Comme je le disais, on est à the crossroad right now et il faut trouver des questions que nous aussi, on a des shareholders qui nous posent des questions. Et il faudra leur apporter ces réponses-là pour pouvoir mobiliser encore plus et continuer à vous soutenir. Voilà. Si Pierre-Aimé peut-être aussi adresser la question de l'éléphant dans la pièce qui est la rentabilité de... Exactement. Voilà. Non. Moi, je souscris à tout ce que Ousmane a dit et ce que je voudrais dire, c'est que moi, je suis très confiant dans l'avenir de l'industrie chez nous. Par contre, on est arrivé à une étape où il faut que l'on se pose entre nous et qu'on se dise les vérités sur ce qui s'est passé et comment on voit l'avenir. Et pour moi, il y a 2-3 choses sur lesquelles il faut qu'on se remette tous en cause. Je vais commencer peut-être par les DFIs. Et pour nous, je pense que l'idée, d'abord, c'est le besoin est tellement énorme et on n'a pas vocation en réalité à le remplir complètement. Moi, je souhaite que la SFI continue à soutenir l'industrie, à la soutenir encore plus même qu'aujourd'hui, mais surtout j'espère que dans 10 ans, les DFI vont représenter une part un peu moins importante des LPs. C'est-à-dire qu'on aura réussi à attirer d'autres capitaux. Parce que structurellement, ce n'est pas possible d'avoir ad vitam aeternam une industrie du private equity exclusivement soutenu par les DFI. Je ne pense pas que ce soit l'intérêt de notre région. Donc, moi, je pense que c'est important que les DFI continuent à soutenir, mais avec l'objectif que le poids des DFI dans l'ensemble des investisseurs diminue avec le temps. Et pour que ce poids diminue avec le temps, il faut qu'ensemble, on puisse démontrer la performance de cette classe d'actifs par rapport à d'autres. Et parce que les fonds DFI sont attirés parce qu'il y a un angle de développement, les autres n'ont pas forcément cette logique-là. Donc pour les autres, ça sera une logique de performance. Et c'est là où, en tant que DFI, on a une responsabilité parce que peut-être qu'on n'a peut-être pas backé les bonnes personnes à certains moments. Peut-être qu'on a cherché plus le côté developmental plutôt que la performance, alors qu'en réalité, on a besoin de performance pour que l'impact développemental soit sustainable. Et donc, peut-être que nous, on doit se remettre en cause de ce point de vue-là. Du point de vue des fund managers, il faut qu'ils se remettent en cause sur la performance qui est faite. Alors, on connaît les causes de certaines manques de performance, notamment la problématique du foreign exchange. On en a parlé. Mais j'ai envie de dire que pour ce qui concerne la place d'Abidjan, pour ce qui concerne l'UEMOA, c'est pas une excuse valable. On a une monnaie qui est relativement stable par rapport au funding des DFI. On a un environnement avec une inflation maîtrisée. On peut s'attendre on peut espérer des performances un peu meilleures. Donc je pense qu'en se remettant tous en cause,
on va arriver à différencier l'ivraie du bon gré, si je peux m'exprimer ainsi, et puis effectivement attirer ce qui va rendre notre industrie soutenable dans le futur, c'est-à-dire les fonds de pension, les assurances, les family offices, de sorte qu'on ne soit pas une industrie sous perfusion. Très bien. Amadou, peut-être, je pensais un petit peu à un modèle, CIE SODECI étant vraiment un modèle successful. Est-ce qu'il n'existe pas finalement, et peut-être que vous le faites, hein, un modèle aussi de private equity où une entreprise comme CIE SODECI, en tant que leader, société leader dans son domaine, voilà, peut aider à structurer, finalement à mobiliser du capital auprès d'agences et puis finalement structurer la filière, parce qu'il y a beaucoup de jeunes pousses qui se développent notamment dans le secteur de l'énergie. Je ne sais pas si c'est une réflexion. Alors, effectivement, peut-être cibler un peu ce qui est dit, parce qu'effectivement, dans le groupe, on a deux types d'activités. Vous avez CIE SODECI qui exploite des infrastructures détenues par l'État, et vous avez des structures comme Cyprel, Atincook et Kelly, qui, elles, ont mobilisé du financement donc, de nos fonds d'investissement, ont investi et ont pris de la dette. Donc, on est détenteur des fonds propres. Donc, dans le cas de structures comme nous, effectivement, ce que vous dites, c'est l'accompagnement de l'émergence d'un écosystème de start-up, d'entreprises innovantes. C'est vrai que ce sont des choses sur lesquelles on est, nous, très actifs sur la transformation digitale. C'est vraiment un levier de transformation, on en parlait tout à l'heure, extrêmement important sur lequel on se déploie. La difficulté qu'on va avoir, c'est qu'on est souvent sur des tailles d'activités et des criticités de services qui font qu'on a besoin d'avoir des gens qui ont un niveau de référence pour déployer leur infrastructure chez nous. Et donc, on est vraiment pris dans un dilemme au sens où on aimerait bien ça, pousser plus de start-up, mais quand vous devez déployer des services critiques qui impactent la vie de millions de personnes, quand vous devez déployer des solutions de cybersécurité, vous n'allez pas prendre une solution innovante parce que si vous avez un problème, ça va impacter derrière. Donc, ce qu'on a commencé par faire, ce qui semble être la poche possible, c'est tout ce qui tourne autour de la relation client. Parce que là, généralement, la barrière à l'entrée pour l'innovation est plus faible. On a moins d'enjeux de système industriel et on a commencé à regarder. Donc, dans le paiement, par exemple, on a une des entreprises, Joulaya, qui facilite certains des paiements. On a été un de leurs premiers clients avant qu'ils aient un investisseur dans leur fonds, donc qui viennent les accompagner, en tout cas d'une certaine taille. Donc, autour des types d'activités, relations clients ou support, certaines activités financières, dans la data aussi, tous ceux qui travaillent, accompagnent en termes d'expertise, on donne leur chance à certains de ces acteurs. Donc, on ne va pas directement investir, mais on va faciliter. Par contre, il se trouve qu'on a quelque chose qu'on a à peine commencé, mais on y va doucement. Il se trouve qu'on a des fonds communs de placement dans lesquels on place à retraite des collaborateurs. Donc, dans ces fonds de commun-là, le cœur de l'activité, parce que c'est très régulé, hein, on est 9000 personnes à être dans ces fonds-là. Donc, on a des types d'actifs dans lesquels on peut investir. Donc, on va investir dans les titres du groupe, on va investir à la bourse, dans des obligations, et on veut commencer à toucher un peu l'innovation. Mais on y va tout doucement. Donc, c'est des choses sur lesquelles on a fait un peu de non-côté, qui n'a pas toujours été très successful. Donc, c'est des choses qu'on commence à peine à regarder. Mais encore une fois, ce sont des fonds communs, donc c'est la retraite des collaborateurs. Donc, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas trop prendre de risques. La part de risque va être vraiment peut-être de 0, vous pouvez l'imaginer. Voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à ça. Très bien. Hichem, ma dernière question, peut-être sur les champions. Quels leviers sont les plus efficaces, à votre avis, pour créer des champions nationaux de demain? On parle des GP, j'imagine. Oui, bien sûr. D'accord. Non, je pense que les ingrédients sont là pour l'émergence de nouveaux GP ou une nouvelle génération de gestionnaires de fonds d'investissement, en tout cas. Et je recommanderais, en fait, pour maximiser les chances de levée réussite, c'est d'avoir, premièrement, une thèse d'investissement qui est
pertinente, claire et qui répond à une problématique du marché. Ça, c'est très important, et pour pouvoir convaincre les investisseurs institutionnels et les investisseurs d'une manière générale, les LP. Deuxièmement, avoir une équipe complémentaire et soudée. Une équipe de GP, c'est comme une équipe de foot. Hein, il ne suffit pas d'avoir des individualités ou un track record individuel performant. Il faut qu'il y ait un fit, il faut qu'il y ait de la complémentarité. Au-delà de l'expertise, on a besoin d'avoir des gens qui ont une fibre entrepreneuriale, on a besoin d'avoir des gens qui ont une bonne compréhension des dynamiques de marché, on a besoin de gens qui ont un deal flow. Troisièmement, une communication et une communication transparente avec les investisseurs. La transparence et une gouvernance exemplaire. Ça, c'est les mots-clés pour avoir un GP successful. Et puis, le pragmatisme. C'est-à-dire, même si sur une première levée, on n'a pas réussi, même si avec un premier round, on arrive à avoir des anchor investors qui nous permettent de démontrer notre capacité à déployer et à choisir surtout de bons investissements, il faut prendre, il faut déployer. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une nouvelle génération de GP performante. Parfait, merci. Merci en tout cas. Merci à tous les panélistes pour la qualité des interventions. Nous allons maintenant ouvrir la séance de questions-réponses. Je ne sais pas, on va prendre 2, 3 questions. Je ne sais pas s'il y a des questions au public. Bon, merci. A priori, je n'avais pas de questions, mais je vais m'y essayer. Commentaires. Oui, je peux faire un ou deux commentaires. Merci infiniment pour votre panel qui était extrêmement intéressant. Et j'ai bien noté, Ousmane dit qu'on est devenu vieux et qu'on doit sortir du système. Donc on va former des gens, c'est ce qu'on fait pour y arriver. Alors, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est qu'on est ici à Abidjan. On est sur l'espace francophone. Personnellement, je suis dans l'industrie en Afrique depuis 2006. Ça fait une vingtaine d'années. Et la frustration que j'ai, c'est que j'ai l'impression parfois sur nos panels qu'on reprend les mêmes outils et on refait la même chose. L'inquiétude fondamentale que j'ai par rapport à ce que tu disais, Pierre, tout à l'heure, c'est que le pays francophone ne puisse jamais démarrer. Parce qu'il y a des acteurs comme Hichem, Afriquinvest, il y a Cyril, qui sont panafricains, et on trouve très peu d'acteurs locaux. Ici, on est à Abidjan, je l'ai dit hier, je ne vois pas de nouveaux gérants sortir de terre. C'est hyper important, il en faut beaucoup. Il y a plus de gérants, surtout effectivement Vici, etc., à Dakar qu'à Abidjan. Sur le pays, il n'y en a quasiment pas. Et effectivement, si vous prenez 25, bon, le président de l'association est là, vous prenez 25 ou 30 GP qui sont là, la plupart, ce sont des bureaux. Ce sont des bureaux de fonds qui sont ailleurs. Donc la prise de décision, elle n'est pas ici. C'est vachement important. Il faut créer un écosystème. Vous regardez le Népal. Alors ça, j'ai découvert il y a quelques semaines, on était dans une réunion à l'étranger avec un de nos investisseurs, AFC, qui a réuni 27 fonds PME. Et j'ai découvert que les Népalais faisaient beaucoup mieux que nous avec un PIB qui fait la moitié du nôtre. Donc je me dis, il y a quelque chose à jouer, il y a quelque chose qu'on ne fait pas bien. Et il faut qu'on se voit plus souvent, il faut qu'on travaille plus souvent ensemble. Ça me paraît important. Et il faut que les plus anciens, Cyril, il faut que tu aides de nouveaux GP à se créer. C'est vachement important. Je pense que c'est un rôle qu'on doit avoir. Mais de tout ça, ce qui est le plus important, et ça a été dit tout à l'heure, c'est qu'on doit travailler à ce que les institutionnels locaux comprennent notre métier et viennent dans notre métier. Sinon, on n'a pas d'avenir. Il faut qu'on explique à la CNPS, à la CGRAE, etc., que s'ils investissent en pays, en monnaie locale, ça fait plus que les 6% qu'ils ont avec l'État de Côte d'Ivoire. Et de toutes les façons, et ce n'est pas un sujet sur l'État, le privé, c'est mieux investir que le public. Point.
Même Abadou ne va pas me contredire là-dessus. Le privé est censé savoir mieux investir que le public. Nous sommes capables de faire plus que 6% en monnaie locale. En monnaie étrangère, c'est beaucoup plus dur. Et ce pourquoi on ne le voit pas beaucoup en Afrique francophone, c'est que les gérants francophones n'existent quasiment pas. Le plus gros du private equity de notre région, c'est des sous qui viennent de gérants qui ne sont pas forcément, comment dirais-je, indigènes. C'est vachement important. Je crois qu'au fond, ce qu'on veut tous savoir, c'est faire en sorte que les CNPS, les SEGRAE, les boîtes d'assurance soient les constructeurs de l'écosystème financier de la région. Partout ailleurs dans le monde, on l'a vu, quand c'était aux États-Unis, c'est CalPERS, c'est CalSTRS, c'est New York State qui ont construit le private equity dans ces pays-là. En Angleterre, c'est pareil. En France, c'est pareil. AXA a créé AXA Private Equity et c'est devenu Ardian, c'est les plus grands en Europe aujourd'hui. Il faudrait que la BAD nous aide à parler avec ces acteurs-là, les convaincre. Parce que nous, quand on ira les voir, on n'est pas forcément compris. Et pourquoi on n'est pas compris? Parce que, et c'est normal, c'est une black box pour eux, et ils s'attendent à ce qu'on ait un très long track record avant de venir les voir. Pour accélérer ce sujet-là, il faut qu'on s'appuie sur nos LPs, nos investisseurs actuels, pour pouvoir les convaincre. Donc ça, c'était la partie commentaire. La partie question, c'est de dire, je suis obligé d'aller vers la BAD et puis AFC, c'est de dire, effectivement, on est dans une région où ce qu'on peut vendre, c'est la monnaie. Aujourd'hui, quand on discute avec nos investisseurs, on ne vend même plus notre équipe ou notre stratégie d'investissement. Ce qu'on est capable de faire, on dit, vous savez, si vous mettez de l'argent avec nous, on est sur du CFA, c'est de l'euro. Donc vous n'avez pas peur de sous. Et c'est exactement ce qui se passe. Nos investisseurs nous disaient, mais pourquoi est-ce que vous avez une bonne perf? On a une bonne perf parce qu'on est sûr de l'euro, en fait. C'est un risque euro qu'ils ont acheté. Alors, sur le CFA, il y a beaucoup de discussions. Et en même temps, il y a d'autres contraintes du type, il y a un grand pays dans le monde, il y a eu un changement de président récemment. Et ça fait que les volumes de l'aide de la coopération, je dirais, ont baissé. Est-ce que le fait que ces sous-là se réduisent pour des gens comme nous, est-ce que les discussions que la BAD ou que AFC ont, c'est de se dire, tiens, ça devient chaud pour ces gens-là, est-ce qu'on peut augmenter les volumes qu'on va faire? Je connais la réponse, hein, mais je pose la question quand même. Merci. Ouais, merci Jean-Marc. Merci. Peut-être pour... je ne sais pas si on prend une autre question ou si je pose... Il y a une question... May I ask it in English? I think I will be more comfortable. You can respond in French. Okay. So, and the question is more directed to AFDB and IFC. Sorry, you're going to be in the line of, a bit of the line of fire. But it's mainly because from AfriInvest, I heard their criteria. Because I'm really curious about what are the criteria for IFC and AFDB when it comes to investing in VC fund. Particularly because part of the inner chat has been there's two sort of challenges, right? The time to court you, that's literally the language that is being used. The time to court you is about 2 to 4 years, which for a VC fund, 2 to 4 years is actually the time to fully deploy the fund that they have in order to be able to then do portfolio management in order to have potential exit. Then the second challenge that we hear internally is herd mentality, which is a bit interesting for me because, and I like the term you use, right? IFCs and AFDB, you do catalytic investment, which is needed. But when it's associated with herd mentality, it's sort of challenging because you go, it should be a bit more diverse. So my question to the both of you is sort of, what exactly are your criteria
Why does it take that long? You may have reasons, obviously. And also, how do you ensure diversity in your network, diversities of GPs in your network, to ensure that you are supporting funds that you didn't know before? Très bien. Bon, je vais donc les deux dernières questions, je vais les rephaser. Donc, quels sont vos critères et qu'est-ce que vous faites pour en matière de diversité? Mais peut-être de manière générale aussi, et je vais reprendre la question de Jean-Marc, hein, et je pense que c'est important de faire réagir chacun des panélistes là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des pistes de solutions pour l'éclosion d'un capital d'investissement local? Donc, quelles sont les actions ou des pistes de solutions seraient intéressantes? Je vois qu'Amadou a mentionné le petit FCP. Je trouve que c'est une initiative intéressante. C'est intéressant qu'ils commencent à investir leur propre pension dans des sociétés. Donc, ce serait intéressant de faire réagir. Je ne sais pas qui veut. Peut-être vous allez commencer. Il y avait une autre question, ou bien on attend? Pardon? Ah, il y a une troisième question? Oui, il y avait pardon. D'accord. Merci bien. Alors, moi, j'ai très bien apprécié le contour des discussions. J'avais deux questions principales. C'est la mesure du risque dans les différentes interventions de tous ceux qui interviennent, que ce soit Afrique Invest ou les DFI qui sont là. Pourquoi je pose cette question? Je viens d'une région, aujourd'hui qui est maintenant appelée le Sahel. Dans la mesure où, pour un certain nombre de transactions ou d'opérations, on a l'impression que le risque réel n'est pas la problématique. C'est plutôt un risque perçu à partir d'un certain nombre d'indicateurs qui guident la décision ou le choix d'investissement. Si je suis sûr que M. Ousmane Fall a un ticket global pour un pays comme le Mali ou un pays comme le Burkina, et qui est justement corrélé à un certain nombre de niveaux de risque, je pose la question, qu'est-ce qui gouverne le risque ou la décision de risque ou qui fait que pour un État ou un autre, soit on a en face des investissements colossaux, en tout cas des besoins qui sont très importants, mais le capital n'est pas au rendez-vous à cause de ce risque perçu. Voilà. Le président du Togo l'a relevé l'année dernière à Hafiz. Vous avez un risque perçu qui est trop gonflé à l'échelle médiatique et qui parfois freine certains investisseurs dans des pays où on a du marché, où on peut faire du marché. Donc pour moi, ma question c'est à ce niveau. Quelle est votre appréciation ou qu'est-ce qui guide, qu'est-ce qui gouverne les risques pour vous qui êtes des DFI dans ce domaine? Et la dernière, c'est ajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez posé tout à l'heure. Comment émerger des fonds à partir j'ai envie de dire, je vais être très terre, des opérateurs. L'année dernière, sur 2023, il avait été démontré qu'il y a plus de 8 000 milliards de francs CFA thésaurisés dans la région de l'UEMOA. Donc c'est énorme. C'est énorme. Pourquoi est-ce que ces opérateurs économiques qui sont dans nos quartiers, dans nos villes, pourquoi est-ce que ces gens ne vont pas en banque, dans le système classique pour pouvoir convoyer ces fonds? Donc la problématique, c'est comment arriver à faire des fonds et lutter, ou prendre aussi la problématique de la lutte contre le blanchiment de capitaux dans cette origination-là. Donc c'est les deux questions que je pose. Merci. Très bien. Pierre-Aimé, alors, Ousmane, moi je vais commencer, je vais répondre à une partie des questions. Avec votre permission, je vais demander qu'un de mes collègues qui est dans la salle puisse plus particulièrement répondre à Madame sur les critères de choix et les commentaires qu'elle a fait. Donc, en réponse à la question de Monsieur. Alors, moi, je pense que le débat sur le risque perçu et le risque réel, c'est un débat que j'entends beaucoup et qui a certainement sa pertinence et son intérêt. Mais je pense qu'adresser au DFI, c'est nous faire un mauvais procès. Parce que nous, on va où les autres ne vont pas. Donc, en réalité, aujourd'hui, les investisseurs au Mali, au Niger, au Burkina, à part les DFIs, il n'y en a pas beaucoup d'autres.
Et plus particulièrement, si on revient à ce que l'on disait sur la structure même de notre industrie, quand nos fonds de pension locaux sont incapables d'investir dans les fonds de private equity, on ne peut pas demander à des fonds extra-régionaux de croire dans ces GP-là. Ça veut dire que nous-mêmes, on n'apprécie pas suffisamment bien le risque pour y investir notre retraite. Pourquoi la retraite des autres viendrait? Donc, c'est à nous de faire la démonstration, encore une fois, du fait que le risque est bien maîtrisé et que le risque est acceptable. Parce que les fonds qui viennent de l'étranger, c'est le fonds de pension des professeurs du Canada, c'est le fonds de pension des pompiers de je ne sais où. Si nous-mêmes, on n'investit pas dans nos fonds de pension, on peut pas, dans nos fonds de private equity, on ne peut pas s'attendre à ce que les autres le fassent en essayant de les convaincre qu'il y a peu de risques. Ça ne va pas marcher. Faisons la démonstration qu'on fait de la performance en faisant des sorties, faisons de la démonstration que nous-mêmes croyons dans notre industrie de private equity en investissant nos retraites dedans, et les autres viendront. Alors, je crois qu'il y avait un commentaire, je me souviens plus, Jean-Marc, excuse-moi de la question, mais de toute façon, je pense que tu as dit que tu connaissais la réponse, donc... Ah oui, oui, ah oui, il y avait la baisse de l'aide en général qui viendrait de certains pays. C'est vrai que ça va faire des chocs dans beaucoup de pays, ça va faire des chocs, mais moi je vois aussi l'opportunité que ça représente. Parce que dans beaucoup de pays, ces situations de choc, ces situations d'urgence vont créer, vont alimenter, vont susciter des vocations, susciter il faudra bien répondre à l'urgence qui va se présenter. Et pour moi, c'est des opportunités qui pourront se présenter. Maintenant, effectivement, il y a un contre-coup à court terme qu'il faudra absorber. Je pense j'espère qu'on sera assez résilient pour le faire. Je vois que certains pays sont plus exposés que d'autres. Ça pose des réflexions géopolitiques sur la diversification des partenariats, etc., etc. Mais je pense que c'est un autre débat. Sur les choix spécifiques pour nos GP, j'ai mon collègue Belvas qui est dans la salle, et si on peut lui apporter un micro, je pense qu'il pourra répondre plus précisément que je saurais le faire. D'accord. Peut-être on va continuer en attendant, et puis Belvas pourra répondre à la fin. D'accord. Donc je vais suivre le même ordre que Pierre-Aimé pour les réponses. Donc sur la question de monsieur par rapport au risque perçu et au risque réel, je suis tout à fait d'accord avec Pierre-Aimé. Donc c'est nous faire vraiment un mauvais procès, parce que nous, on est lender of last resort, comme on dit. On va là où personne ne va. Mais au-delà de ça, on fait beaucoup plus que ça, parce que c'est une question qui nous passionne. Et pour vous répondre, aujourd'hui, la Banque mondiale, la BAD, la BEI, la Banque asiatique de développement, ils ont mis en place une plateforme qui s'appelle GEMS, Global Exposure Management, qui a pris l'historique de leur investissement en infrastructure. Parce que la question que vous avez demandé, ça va au-delà du pays. Donc, on a pris l'historique de nos investissements dans chacune de nos régions sur 60 ans, la data. Et on a regardé les taux de défaut. Surprise, le taux de défaut le plus bas, c'est en Afrique, 1,2%. États-Unis, 6,8%. Asie, 5,8%. Asie du Sud-Est. L'Europe, 3,7%. Donc les données sont là. On sait qu'en Afrique, lorsque vous investissez en infrastructure, vous avez moins de risques de défaillance. Mais ce qu'il faut aussi reconnaître, monsieur, c'est que c'est pas, à notre avis, et ça c'est notre lecture, il faut prendre en compte la notion d'instabilité et de fragilité. Ce qui fait qu'on a ce risque perçu, c'est que dans nos pays, il n'y a pas de rule of law. Dans nos pays, les investisseurs ne sont pas protégés. Dans nos pays, pour sortir vos dividendes et repartir
C'est un problème. On a des problèmes de FX. Comment se fait-il que dans un pays comme le Vietnam, dans un pays comme la Thaïlande, il y a des coups d'État tout le temps, on le voit, on le sait tous. Il y a des coups d'État tout le temps. Thaïlande, c'est quel régime? Militaire, dur. Mais vous regardez l'aspect business, ça fonctionne. Les capitaux, le flot de capitaux, c'est impressionnant. Mais chez nous, c'est différent. Donc il faut qu'on se regarde dans le miroir et qu'on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que ce risque-là, perçu réel, voilà, chacun se fera son avis. Mais en tout cas, nous, au niveau de la BAD, on essaie d'aller un peu plus loin que ça parce que cette perception du risque se traduit par un premium sur le risque, donc ça se traduit par un coût d'endettement beaucoup plus élevé. Il y a une responsabilité des agences de notation que nous, voilà, on les challenge pour qu'ils puissent revoir leur modèle de notation. Et qu'à cela ne tienne, s'ils ne veulent pas le faire, nous, on est prêts à aller beaucoup plus loin et à imiter ce que les Asiatiques ont fait, c'est créer notre propre African Rating Agency qui va vraiment donner les bonnes informations sur le risque réel qui existe sur le continent. Jean-Marc, tu connais la réponse. Après, au-delà des aides, donc pour nous, de la façon dont ça nous impacte, BAD Banque Mondiale, on est AAA rated et on lève des financements sur les marchés de capitaux. Le retrait de l'aide, ça a un impact sur la partie FAD et IBRD qui soutient les États les moins avancés avec des fonds concessionnels. Donc, et qui dépendent aussi de la contribution des États, donc taxpayers' money. Et si Trump décide de ne plus contribuer au budget c'est pas que nos institutions, hein, que ce soit l'OMC, l'OMS, ça peut avoir un impact. Mais pour nous et pour le secteur privé, l'argent qu'on investit, on va le lever dans les marchés. On va dans le Horidashi, on va dans les marchés européens. Et c'est ce financement-là qu'on vous on-lend à vous. Donc, l'impact est moindre. L'impact est moindre, mais voilà, en termes des tickets, tu connais la réponse. On avait l'habitude de faire de très gros tickets de par le passé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On est beaucoup plus sélectif et on est beaucoup plus regardant. Et finalement, pour la question de madame sur les VC, bon, moi, je vais être tout à fait transparent avec vous. Hein. De toute façon, je crois que c'est de notoriété publique. Je parle pour la BAD. On est hyper lent. On est hyper intrusif. On est hyper frustrant sur nos procédures de due deal. C'est connu. Mais on a un rôle à jouer parce qu'on gère de l'argent public. Et lorsque vous gérez de l'argent public, vous avez quand même un certain nombre d'exigences et de conformités en fait, que vous devez respecter. Et c'est ça qui fait que voilà, on avance lentement, sûrement, mais on a une logique long terme. Lorsqu'on est avec vous, vous pouvez demander à tous les fund managers ici, hein, ils viennent, ils nous demandent est-ce qu'on peut étendre la durée de vie du fonds. Ils le font tous, ils se reconnaîtront. On dit oui, parce qu'on partage avec eux les défis, les challenges qui font que, voilà, lorsqu'ils rencontrent un certain nombre de défis, on le comprend. Vous allez voir quelqu'un qui a une logique, une banque d'investissement, pardon, ou quelqu'un qui a une logique commerciale. Ce ne sera pas le même dialogue, ce ne sera pas le même discours, ce ne sera pas la même relation. Maintenant, en termes et aussi, il faut savoir que nous ne sommes pas très bien équipés pour appuyer les VC, malheureusement. C'est quelque chose de très nouveau sur le continent. C'est encore beaucoup plus nouveau pour nous. On est lent au démarrage, hein, madame. Pardon, les banques de développement, on est très lent au démarrage. Nous ne sommes pas équipés, vraiment pour l'instant. Donc, on est on the learning curve. Le gentil monsieur tout à l'heure disait que c'est quoi? Il faut des athlètes, c'est ça? C'est pas donné à n'importe qui. Donc, nous sommes dans ce cas de figure. On est en train d'apprendre. On a des process qui sont hyper longs. C'est ce qui fait que vous avez raison, pour nous approcher, ça prend du temps. Mais encore une fois, lorsque vous êtes avec nous, vous serez bien content d'être avec nous parce que c'est un mariage pour le meilleur et pour le pire. Merci Ousmane. Peut-être un dernier mot sur le capital d'investissement local et je passe la parole aux deux autres analystes. Des pistes sur
Le capital d'investissement local, effectivement, je pense que oui. Je souscris à ce que Jean-Marc a dit. Hein. Il faut qu'on... Nous, on est en train de travailler, peut-être qu'on n'avait pas la bonne approche, on est en train de travailler avec les Sovereign Wealth Funds, justement. On les a aidés à se structurer, à créer un réseau, à mettre en place une plateforme. On est en train de les former sur l'investissement dans différentes classes d'actifs. Et donc, pour l'instant, ça commence à prendre forme. Et je pense que c'est peut-être ce modèle-là qu'il faut étendre. Voilà, appeler les fonds de pension, appeler... voilà. Et même les banques centrales, hein, vous savez, je sais que peut-être tu te souviens, Africa 50, c'était ça l'idée à l'époque. Et c'était pour les banques centrales, Africa 50, lorsqu'on l'a créé. C'était d'aller taper les réserves dans les banques centrales, prendre 2-3%, le mettre dans un fonds et investir dans le fonds dans le développement de projets d'infrastructure. Tout à fait. Et bon, ça a migré, c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais l'idée avait cheminé. Et je pense que naturellement, il faut qu'on trouve la bonne solution parce qu'on n'a pas le choix. Il faut pouvoir mobiliser les ressources domestiques, les ressources locales, le capital local. Et moi, je suis prêt à discuter avec tous vous. Vous savez que cette année, on a notre assemblée annuelle qui se passe à Abidjan, c'est dans 2 mois. Pourquoi ne pas faire un side event et les inviter tous avec tous les fund managers? If you can fund it, of course. Je suis d'accord, on le fait. Ou il dit que c'est toi. Très bien, on va s'entendre. En tout cas, merci Ousmane. Donc oui, la contribution donc, à la mobilisation du financement local. Moi, je vais faire une segmentation un peu simple. Il y a les acteurs capables de mettre plus de $10 millions dans un fonds d'investissement. Voilà, ça va être des très gros acteurs comme vous ou des structures d'une certaine taille. Je ne vais pas parler de ceux-là. Je n'aurai pas la prétention de dire voilà leur approche. Moi, je parle de ceux qui sont en dessous. Les gens susceptibles de mettre moins de $10 millions. Que ce soit des entreprises qui auraient de l'argent à placer. On connaît nos entreprises avec la difficulté de trésorerie en général ou leur capacité d'investir dans leur propre activité. Le nombre d'acteurs capables de laisser de l'argent plusieurs années sur des tiers, il n'y en a pas 150. Donc, quand on prend les acteurs, nous, par exemple, notre fonds commun, on a quelques dizaines de milliards. Donc, il est évident qu'on ne prendra pas de risque sur du non-coté, sur des sommes élevées. Malheureusement, pour les fonds d'investissement, l'expérience par le passé d'aller sur le non-coté a été difficile. Que ce soit pour des fonds comme ça ou à titre personnel. Beaucoup d'entre nous, on a investi dans des sociétés non cotées, en minoritaire, et les opérations ne se sont pas toujours très bien passées. Donc, quand les fonds arrivent, malheureusement, que ce soit à titre individuel ou que ce soit des structures comme celle-là, les fonds arrivent face à un historique difficile. Et donc, on ne peut pas leur demander de faire tout le chemin tout seul. Il faut que le marketing de ces acteurs-là vis-à-vis d'eux s'adapte à leur réalité. Si on investit moins de $10 millions, ça veut dire qu'on est moins sophistiqué que les gros acteurs. Ça veut dire qu'il faut arriver avec des offres, des éléments d'historique, d'explication adaptés. Moi, je vois un peu en Europe, on a régulièrement, enfin, puisque j'étais dans le monde du VC il y a quelques années, je vois certains anciens collègues, aujourd'hui, ils lèvent énormément de fonds en retail, via des SGI, via des banques. Ils proposent des produits de placement, 100 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros, et ils lèvent beaucoup d'argent à travers des mécanismes bien construits. Et les gens investissent de plus en plus via ces mécanismes-là parce qu'on a packagé et ça les rassure. Donc je dirais, faites un chemin vers ceux qui sont moins sophistiqués. C'est pour ça que je dis, je ne parle pas de ceux au-dessus, mais ceux qui sont moins sophistiqués, qui peuvent mettre moins de 10 millions, il faut adapter votre démarche commerciale au profil de ces acteurs. La bonne nouvelle, je suis à l'aise d'en parler là parce que je ne fais pas partie du comité d'investissement de notre fonds commun. Donc voilà, je peux le dire parce que je n'en fais pas partie. Donc c'est d'autres acteurs à qui ils iraient parler, ceux qui voudraient. Mais adaptez votre pitch à la réalité. Les gens ont souffert de perte d'argent dans des investissements non cotés. Donc vous venez avec une approche, trouvez les bons mots, trouvez la bonne approche pour rassurer. C'est ça. Ce que je pourrais dire. Intéressant. Hichem, peut-être le mot de la fin sur ce sujet particulier. Je pense que l'essentiel a été dit. Juste, je rebondis sur l'idée de Jean-Marc. Le fait de travailler sur un plaidoyer soutenu par des DFIs, aller le présenter et discuter avec les fonds de pension et les sociétés d'assurance, c'est une bonne idée. Mais je pense que ce n'est pas la partie la plus compliquée. La partie la plus compliquée, c'est d'aligner nos administrations fiscales, nos États, parce que le statut fiscal d'un véhicule d'investissement offshore est une chose, le statut fiscal d'un investisseur local, un fonds local, est une autre chose dans certains pays de la zone UEMOA. Voilà.
Très bien, merci Hichem. Effectivement, la fiscalité, on a retenu la clientèle, les particuliers, la piste banque centrale et effectivement les caisses de prévoyance et autres. En tout cas, merci, vraiment merci. Nous arrivons à la fin de notre session. Hein. Je tiens à remercier très chaleureusement l'ensemble des intervenants pour la qualité de leurs échanges, la clarté de leurs propos et la richesse de leurs perspectives. Merci également à tous les participants hein, pour vos questions pertinentes et votre attention soutenue, surtout en cette fin de journée. En tout cas, ce panel nous a rappelé que le développement du capital d'investissement en Afrique n'est pas seulement une opportunité financière, hein, c'est aussi un impératif stratégique pour accompagner l'innovation, renforcer les tissus économiques, créer des champions, financer l'infrastructure et soutenir une croissance durable inclusive. Donc, je vous souhaite une excellente suite du sommet à PES et je repasse la parole à notre... Thank you very much, Mr. Cyril. Thank you so much, Mr. Osman. Thank you so much, Mr. Pierre-Aimé. Thank you so much, Mr. Gami. Thank you so much, Mr. Bakayoko. Thank you so much. It was a wonderful discussion. I think people didn't even want to go, so I can't even add anything because it seems everybody here had everything. But I think my takeaway from this is that it's possible and we can only do it together. So everyone has a role to play. So let's get to work and start playing our roles now. Thank you so much. It was a wonderful experience having you here. Please, can we put our hands together for them? Thank you so much for that discussion. Thank you. We learned a lot from you. All right, so we're going to have a family picture with them, but please don't go because now we've actually come to the end of the Abidjan Private Equity and Venture Capital Summit. Please, can we give a hand of applause to ourselves? Thank you so much for being here with us up to this moment. It was really a pleasure having you here during this second edition of the Abidjan Private Equity and Capital Ventures Summit. It was a pleasure having you here. We got to learn a lot. One industry, different points of views, but all for the good of Africa, all for the good of the future of venture capital and private equity. Thank you so much. We had a couple of stakeholders here, government officials were represented. We had CEOs from different companies. We had venture capital and private equity leaders. It was a wonderful day. But please remember that we have a gala night this evening as from 9, please. We all are called to be there because we have to enjoy ourselves. Please, we'll beg our panelists not to leave because we ask you all that before we go, while they're talking, we'll have to ask Mr. Jean-André to give us his final words before we leave. So I think it was really a privilege being a part of this organization, being a part of this occasion that took place for the last 2 days. Thank you all for your wonderful contributions. Thank you for being here with us. And we officially made the second edition of the Abidjan Private Equity and Venture Capital a success. So please, can we clap for ourselves one more time? Can we clap for ourselves one more time? I think these efforts are necessary for our continent. These efforts are necessary to push us forward. Thank you so much. So we'll call on Mr. Aipo to give us his final words. Mr. Aipo. I think it will be a pleasure for us to listen to him. Thank you. What do you want me to say? Because we do have gala dinner in less than 2 hours, so let's just see you there in 2 hours. But thank you for being there. Oh, ever une family picture. Donc elle veut que vous veniez ici. Elle est très... S'il vous plaît, venez faire la photo de famille de Shirley.
Sinon, son marabout ne va pas se sentir bien. Yeah. Mais tout le monde, on se retrouve tout à l'heure au dîner. Hein? Hello, please, let's move up for a family picture. Mais elle n'a pas été réactive. Les derniers panélistes sont descendus. Oui, oui, tout le monde. Venez pour la photo de famille. We're waiting for you all. Please, can we move up for a family picture? Thank you. Yes, please. Thank you so much for being here for the family picture. We're waiting for you. Just remind us that at 9 p.m. we're going to be having a gala night. At 9 p.m. there's going to be a gala night. Please, everyone is invited.